Bonjour et bienvenue dans ce nouveau dossier de Bien connu des services de police, le podcast qui revient sur le meilleur du polar au cinéma. Cette semaine, la brigade cinéphile est à Lyon, au quai du polar, et reçoit un cerveau, un mastermind, un as, que dis-je, un artiste du crime, qui conçoit toujours ses plans à l'encre de sang, un véritable auteur en la personne de Jackie Schwartzman. Salut Jackie, comment ça va ? Je suis déjà très gêné par la présentation, mais ça va bien. Mais faut pas, en plus on est ici sous les ordres de la République. Ah oui, là on est vraiment dans les grands salons de la mairie de Lyon, là. C'est bel appart. C'est assez impressionnant. Oui. Donc je te remercie tout particulièrement d'être là, d'avoir accepté le principe de cet interrogatoire, donc dans le cadre du festival Quai du Polar. C'est un honneur de te recevoir, et je rappelle tout de suite à nos auditeurs que tu es écrivain, auteur de romans noirs. On peut citer Mauvais Coup, Shit ou encore Bastion, qui vient juste de sortir là. Oui, il y a 2 semaines. Et tu es aussi scénariste de bande dessinée avec Abemous Bastard par exemple. Tout à fait. Donc toujours des œuvres noires, sociales et décalées. Oui, dans l'esprit des frères Cohen un peu. Des comédies noires. Parfois je dis comédie policière, alors le terme est nul, mais c'est quand même, c'est pas faux. C'est ça. Et des comédies noires, oui, voilà. Et je remercie évidemment Quai du Polar et surtout Géraldine Grindorge qui se charge de la programmation cinéma et série qui a permis cet entretien. Avant d'attaquer donc une nouvelle enquête, c'est la tradition en ce début d'émission, on va établir ta photo signalétique en 2 questions très brèves. La première, quelle est ta définition d'un bon polar ? Alors ça c'est très dur, parce que déjà le spectre du polar est tellement large, ça va de la critique sociale, du roman noir au thriller, en passant par le polar, le roman de flic, ce que fait très bien quelqu'un comme Norek. Voilà, c'est vraiment hyper large. De Marin Ledin à, je sais pas, pour citer une lyonnaise, Sonia Delzong, pardon. Le spectre est très large. Alors moi je me situe un peu au milieu de tout ça. Un bon polar, ouais, c'est dur. Alors il y a une définition de Marc Villard, qui est un auteur de romans policiers, qui est très drôle, parce que j'ai assisté à une interview de lui où on lui demandait ça, et il a dit « Pour moi un bon polar c'est un livre court, parce que tout a été fait et j'en ai marre d'en lire. » Voilà. Bon, alors là c'est... on est évidemment sur une boutade. Je t'avoue que j'ai pas de bonne définition, parce que je peux m'éclater avec un thriller comme avec un roman policier, un roman politique, une critique sociale. Il faut qu'il y ait évidemment un contenu. Moi, il faut que ça me parle. Si c'est trop hors sol, si c'est une histoire qui est pas rattachée à mon pays, à mon époque, etc., ça m'intéresse pas trop. Ça arrive, hein, j'ai déjà lu des histoires qui étaient trop loufoques, trop barrées, dans des trucs vraiment hors sol. Et ça, en général, j'accroche pas. Moi, il faut que ça me parle de notre société, de ce qu'on vit. Après, évidemment, si tu peux rajouter là-dessus une histoire qui t'embarque et t'as envie de savoir la suite, c'est quand même pas mal. Et puis un peu en dernier recours, enfin non pas en dernier recours, mais il y a aussi le style de l'auteur. Voilà. Il y a tu peux avoir des polars avec tout ce que je viens de te dire, et un style plat et fade, et bon c'est pas, tu vois, t'accroches moins. Voilà, alors c'est une définition totalement nulle que je viens de te livrer, puisque c'est parti dans tous les sens, mais j'ai pas de recette miracle de voilà, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Entre Sonia ou d'autres auteurs de thrillers, hein, il y en a plein, Bernard Minier, pour citer les plus connus, les stars un peu, et des gens comme Marin Ledin, Michel Pédinielli, Sébastien Gendron ou Pascal Dessin encore, qui fait encore complètement autre chose. On fait presque pas le même métier en fait. La seconde, assez simple mais redoutable, quel est ton polar préféré au cinéma ? Alors, mon polar préféré de tous les temps en film, qui n'est pas une adaptation, je ne crois pas, c'est Les Affranchis de Scorsese. Alors ça, c'est lié à mon histoire personnelle, à mon âge. Les Affranchis, je suis allé voir au cinéma quand j'avais 17 ans. Initialement, j'avais prévu j'y allais avec une certaine Anne-Laure, et j'avais des projets à court terme qui n'avaient rien à voir avec le film. Et en fait, je ne connaissais pas Scorsese. Je savais même pas ce que j'allais voir. Et dès l'ouverture du film, j'ai été happé.
et Exit Anne-Laure, voilà. Et vraiment, j'ai été subjugué par ce film et je me suis dit, ah mais on a le droit de raconter des histoires comme ça, je veux faire ce métier. Je veux faire raconter des histoires comme ça. Sinon, pour des adaptations vraiment de romans au cinéma, euh, euh, c'est une série que j'avais vraiment énormément appréciée qui s'appelle La Compagnie. Et ça vient d'un roman de Robert Little qui s'appelle La Compagnie. Et qui retrace l'histoire de la guerre et de la concurrence entre la CIA et le KGB, en gros de 46 à 89, quoi. Qui est une espèce de saga, un machin de 800 pages, et qui est assez fantastique. Et la série était pas extraordinaire, mais dans le sens, elle reprenait vraiment le roman à la lettre. Il n'y avait aucune liberté prise avec cette histoire. C'est pour ça que c'était pas dément comme série. Quand tu as lu le bouquin, bah, tu dis ouais, bon, ok, je connais tout. Mais voilà, comme livre adapté, c'est le premier qui me vient. Et j'ai un énorme regret dans ma vie de consommateur de polar, c'est que le roman Kiff de Laurent Chalumeau n'ait jamais été adapté au cinéma ou en série. Voilà, c'est message personnel pour les producteurs éventuels. Qu'est-ce que vous foutez? Dans ce nouveau dossier, on prend la direction donc, de la zone commune de sécurité séparant les deux Corées, où 2 soldats de l'armée nord-coréenne ont été retrouvés morts, un événement tragique sous forme d'incident diplomatique qui risque d'emmener ces 2 pays déchirés vers l'affrontement total, avec JSA, Joint Security Area, réalisé par Park Chan-wook en 2000. Ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de thrillers militaires au cinéma. On peut penser à Basic, par exemple, de John McTiernan, à des hommes d'honneur écrits par Ron Sorkin, de Rob Reiner, qui lui tend plus vers le film de procès, par exemple. Ouais. Le Déshonneur d'Elizabeth Campbell aussi avec John Travolta. Et des films comme ça, encore moins, enfin du moins dans les productions de ce type qui nous sont arrivées par chez nous, hein, donc tout ce qu'on a eu depuis 25 ans qui nous arrive du pays du matin calme, c'est encore plus rare, j'ai l'impression. Et d'autant plus que JSA, c'est pas le film le plus cité quand même de son auteur, hein, Park Chan-wook, qui a explosé avec le film, on l'évoquait un peu entre nous, Ouais, Old Boy. avec Old Boy en 2004. Donc il avait gagné le Grand Prix au Festival de Cannes, donc remis par le jury de Quentin Tarantino. Et c'est vrai qu'on cite plus facilement celui-là, ou bien après Mademoiselle, ou encore Decision to Live, qui est son dernier film à ce jour. Et justement, je voulais savoir, donc tu vas présenter ce film, on enregistre un petit peu avant ta présentation, Oui. ce film donc au Pâté Bellecour dans le cadre du festival, dans le cadre du Quai du Polar. Et justement, pourquoi en fait t'as jeté ton dévolu sur ce film-là et pas un autre? Alors déjà, on me l'a proposé parce que j'ai une petite histoire avec la Corée du Nord, puisque je suis allé faire le marathon de Pyongyang en 2019 pour en faire un récit de voyage. Donc du coup, j'ai un peu un témoignage en creux, puisque moi j'étais de l'autre côté de la DMZ. C'est la ligne de démarcation, c'est la frontière en fait, une frontière militaire entre les deux Corées, qui est un espèce de no man's land où il faut pas aller se promener. Vraiment, c'est un endroit où il faut pas aller se promener. D'ailleurs, il y a eu pas mal d'incidents qui peuvent ressembler à celui du film. Et donc moi j'ai la vision un peu nord-coréenne. Et j'ai pu constater une obsession, en tout cas dans le discours, que ce soit des autorités ou des gens, de la réunification. C'est un espèce de mantra, alors que c'est totalement impensable à mon avis, même si ils citent souvent un exemple, la réunification allemande, entre la RDA et la RFA, qui s'est fait, je pense, dans mon souvenir, moi j'étais déjà en âge de comprendre les choses, c'est fait très rapidement. Vu la séparation qu'il y avait entre ces deux pays, en quelques années, ça s'est ressoudé. Et donc il y a ce... Alors là, en revanche, pour la Corée, ça va être beaucoup plus compliqué parce qu'ils sont séparés depuis 53. Ça fait 70 ans. Donc des familles qui ont été séparées pendant très très longtemps, c'était des cousins de part et d'autre de cette frontière. Mais là, c'est les gens de l'époque sont morts. Donc là, va dire à un jeune aujourd'hui coréen du Sud qui va appartenir dorénavant à une Corée
sous l'égide des Kim, je pense que il aura pas trop envie. Mais justement, le metteur en scène Park Chan-wook, dans les interviews qu'on peut trouver assez facilement sur le film, il dit ce qui est complètement contradictoire, c'est que c'est évidemment un peuple, deux peuples similaires, mais en même temps extrêmement différents. Ils partagent une culture commune et en même temps une langue commune, mais qui divergent un peu du coup depuis 1953. Là, ils se sont séparés, à mon avis. Alors, je connais pas du tout la Corée du Sud. Après, j'ai l'imaginaire qu'on a tous. Je vois bien ce que ça peut être, mais moi, je pense que c'est des pays qui n'ont plus rien à voir, hein. Après, comme dit le réalisateur, il y a un socle commun qui peut être, j'imagine, la langue, évidemment, la cuisine ou des choses comme ça, du folklore, et il y a un passé. Mais là, la différence est telle. Moi, je vois de ce que j'ai vécu en Corée du Nord, c'est quand même c'est lunaire, hein. Ils sont restés coincés en 1953 avec une obsession. Alors, une double obsession déjà. Les USA est un peuple de chiens. Voilà, ils sont toujours. On a l'impression ils sont dans un présent figé. Ça fait 50 ans, 70 ans qu'ils sont dans un présent où une haine des États-Unis et un désir de renouer avec la Corée du Sud, de redevenir un seul et même pays, un seul et même peuple. Et franchement, j'ai du mal à imaginer comment ça pourrait se produire un jour. Et ça me fait penser. Alors, je ne sais pas si ma comparaison est pertinente, mais ça me fait penser à ce qui se passe en ce moment entre la Russie et l'Ukraine, où je serais pas étonné, je redoute qu'il y ait une frontière similaire pendant 50 ans. Quoi qu'il arrive là, dans ce qui va se passer dans les négociations à venir et en cours, c'est entre l'Ukraine et la Russie, et notamment un conseiller militaire m'expliquait que de toute façon c'est une zone qui maintenant est minée, vraiment au sens physique. Il y a des mines partout dans cette espèce de no man's land qui sépare maintenant la Russie de l'Ukraine, qui fait que physiquement ça va être un endroit où il faut pas traîner non plus, faut pas aller se promener. Et j'ai pensé à ça en voyant ce film, ça m'a fait penser vraiment à la ligne de démarcation entre la Russie et l'Ukraine aujourd'hui. Et justement, tu peux nous faire un petit résumé de l'intrigue? Ça parle de quoi, JSA? Alors JSA, c'est effectivement, il y a l'ouverture du film, donc on est du côté de la Corée du Sud, où on a ce qu'on appelle la DMZ, donc la ligne de démarcation, où vraiment il y a des baraquements bleus que j'ai vus d'ailleurs depuis le nord. Il y a les mecs en bas au sud, au nord il y a les mecs de la Corée du Nord qui se regardent en chien de faïence, et c'est une ligne de démarcation qui est figée donc depuis 1953, avec donc vraiment deux armées qui se regardent. C'est même pas qui s'affrontent, voilà, c'est vraiment qui se regardent en chien de faïence. Et donc dans ce film, il y a alors attends, parce que je l'ai vu il y a peu de temps, mais je me souviens plus du début, mais il y a à l'ouverture, il y a 2 soldats qui sont morts, parce qu'il y a des flashbacks, c'est pour ça que. Mais voilà, le truc c'est qu'il y a 2 soldats qui sont morts, un du nord, un du sud, et on dépêche sur les lieux une espèce de commission neutre composée d'une jeune femme qui est coréenne du sud, mais dont la famille est encore au nord, et qui vit en Suisse. Et donc sa neutralité vient de sa double nationalité, du coup, du fait qu'elle est suisse. Et elle est à charge pour elle d'interroger des soldats, 2 autres soldats survivants de cette soirée. Voilà, ça s'est passé pendant une soirée. Et il y a des mecs, des soldats de la Corée du Sud, d'autres de la Corée du Nord, qui étaient là et qui ont un témoignage qui est plus ou moins raccord, mais chelou. Voilà, on sait pas trop. Et donc elle enquête. Et on va découvrir, je sais pas si je peux le dire, parce que c'est quand même le cœur du film, que en fait c'était des potes. Que ces militaires, à force, parce que c'est des gamins de 20 ans, 25 ans, et qui, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, c'est un même peuple au départ. Et qui se retrouvent un peu à la frontière la nuit, et qui sympathisent, et qui se retrouvent à picoler, à jouer au poker, à jouer aux cartes, à passer des soirées ensemble. Voilà. Et c'est une histoire d'amitié entre 4 militaires, 2 du nord, 2 du sud, qui ne devraient pas se rencontrer, encore moins devenir potes.
Effectivement, c'est le premier film sud-coréen à pas considérer les deux Corées comme potentiellement uniquement ennemis. Il faut dire que le film il est sorti en 2000 dans un mouvement plus de détente avec le sommet de Pyongyang justement entre Kim Jong-il et Kim Dae-jung. Je suis désolé pour les prononciations, hein, ça. Moi, j'aurais prononcé pareil. Hein. J'ai pas d'accent sud-coréen. J'espère qu'il n'y a pas des experts vraiment en Corée qui nous écoutent là sur l'émission. Et effectivement, c'est un film qui a eu des gros moyens. C'était un gros budget, qui a eu énormément de succès en Corée du Sud. Ça a été le deuxième plus gros succès là-bas. Il a fait 5 millions d'entrées. Et c'est un film quand même qui était un petit peu charnière dans la carrière de Park Chan-wook, le réalisateur, dans la mesure où c'est son troisième film. Il y a ses deux premiers films, donc le tout premier qui date de 92 qui s'appelle The Moon is the Sun Dream et le deuxième en 97 qui s'appelle Saminjo, qu'on fait des bides vraiment retentissant. Vraiment. Et après il a fait Old Boy et après il a fait celui-là, c'est ça Non, avant celui-là, avant JSA et après il a fait Old Boy. Et c'est vrai qu'il jouait un peu son avenir en fait sur Jeune Sécurité Area. Et il a tout mis dedans, quoi. C'est-à-dire que si le film pour lui était raté, quoi, sa carrière était littéralement foutue. Mais ce que tu viens de dire, moi c'est ça que j'ai bien aimé dans ce film, c'est qu'il n'y a pas les gentils et les méchants. Voilà. Ah oui. C'est une situation unique. Alors ce que je ne sais pas si c'est une histoire vraie ou pas, ou inspirée de faits réels, ça j'en sais rien. Mais en tout cas là, il y a ce nœud, cette rencontre entre 4 soldats qui ne devraient pas devenir potes et qui le deviennent. Et on ne voit pas les cinglés du Nord, les mecs qui ont tout compris au Sud. C'est pas du tout ça. C'est pas une histoire qui relate ça. C'est vraiment une volonté de sa part dès le scénario. Il dit, lui, en tant que Sud-Coréen, dès l'éducation, dès l'école, avec les vieux de la vieille aussi qui ont connu la guerre, ils sont élevés dans une détestation de l'autre. Des communistes, qui fait que vraiment ils sont vus, perçus comme des démons, comme des monstres, etc. Et lui, il voulait vraiment casser ça. Et à la base, comme ces deux premiers films avaient fait vraiment des fours, c'est vraiment pour lui une œuvre de commande. C'est-à-dire que c'est des producteurs, la Myung Film, qui sont venus le chercher. Et c'était un roman qui s'appelait DMZ de Park Sang-yoon. Et il l'a adapté, mais apparemment de manière très... Il a juste récupéré le cadre en fait initial, le concept effectivement d'amitié, etc. Mais il a changé beaucoup de scènes, beaucoup de dialogues et notamment la fin. Et la fin, on va pas la révéler, mais il a pensé avec son scénariste à plusieurs fins. Il y en a deux qui sont vraiment restées au final, dont une, du coup on peut la dire puisque bon, elle n'a pas été choisie, donc beaucoup plus sentimentale. Où finalement, après donc cette série de flashbacks, effectivement, on est tout le temps entre le passé et le présent. Ça aurait été plutôt un flash forward donc dans le futur où personne n'aurait été tué finalement. Le héros donc survivant sud-coréen et celui donc nord-coréen à la fin du film sont restés amis. Lui il a fini son service militaire, hein. Dans le film il y a quelques jours de terminer, hein. Le sud-coréen. Oui, tout à fait. Ouais, ils sont très jeunes aussi, hein, donc. Oui, ce qui finit son service, c'est d'ailleurs au départ c'est que il est lui seul ami avec les deux Nord-Coréens. Oui, après, il y a son acolyte qui arrive. Comme il va partir, il dit à son pote, écoute, je vais te montrer un truc avant de partir. Et il présente le quatrième. Enfin, son ami à lui qui deviendra le quatrième larron. Ouais, c'est deux duos finalement. C'est deux duos, tout à fait. Ouais. Et dans ceux qui restent, finalement, il finit le service militaire. Il travaille en fait en tant qu'employé de bureau. Et il part en fait, il fait une valise remplie de gâteaux au chocolat. Qui est l'un des trucs du film, l'un des gimmicks, hein, de rapprochement, c'est-à-dire... on aime vos gâteaux, nous on en a plus, etc. Ouais, lui il dit quand même que son but, quand même, en tant que Nord-Coréen, donc Song Kang-ho, l'acteur... c'est qu'ils réussissent à en faire les mêmes. Les meilleurs en fait, de la péninsule qui soient nord-coréens, quoi. Et donc il met plein de gâteaux dans une valise, il part dans un avion, il parle avec un voisin de siège. Il lui dit, vous allez où? Il dit, je pars rejoindre un ami. Et donc là, il montre une photo. Donc c'est un sergent aussi dans le film, qui forme aussi on parle pas mal de pays, on parle de l'Afrique par exemple, etc. Et il montre une photo où il est en Afrique justement. Il dit, je vais le rejoindre. Il est en train de former des guerrilleros au communisme, quoi. Et finalement, le film se serait terminé finalement sur leur retrouvaille. Et c'est vraiment quelque chose qui est fantasmé finalement. Donc, Oui, mais ça aurait été une espèce de métaphore de la réunion de ces deux Corées ailleurs. Ouais. Et comme ici, effectivement, c'est impossible sur le sol coréen que ça ne peut se faire qu'ailleurs. Ouais.
Mais c'est vrai que le film, bon, la fin, on va pas la dévoiler, mais elle est d'une noirceur quand même Ah, la fin, c'est. totale. Ouais, ça fait. Ah oui, c'est douloureux. Ouais. Ouais, ça fait mal, ouais. Ah oui, ouais. Et il préférait cette fin-là plutôt que l'autre, alors que tout le monde préférait justement une fin plus ouverte, plus optimiste, Ouais, on mais va là, dire. c'est plus réaliste, du coup. Je trouve que c'est quand même plus ancré dans une C'est ça. réalité, une vérité. Et finalement, le film, il date de 2000, on est en 2025, la situation est la Bah, même. il avait raison. Voilà. Donc le film, Parce voilà. qu'on attend toujours la réunification. Enfin, eux ne l'attendent plus. Hein. Et justement, dans le choix des acteurs aussi, il y avait une vraie volonté pour lui de casser un peu les stéréotypes liés à ce type de production, de représentation de l'ennemi. Donc, il voulait vraiment un acteur. Donc, Song Kang-ho, plutôt massif, Ouais. il est plutôt fort, etc. C'est pas le gars patibulaire, en fait, le type de méchant typique qu'on peut trouver dans ce type de production. Ou bien il dit dans les interviews, Park Chan-wook, c'est toujours des gens malades ou maigres ou chétifs en fait, et que Song Kang-ho voilà, apporte vraiment un côté massif et en même temps un côté aussi, et ça qui l'a plu, c'est un acteur qui vient du théâtre à la base, Ouais. un côté original et un peu excentrique. C'est ça qu'il est très enfantin en fait, leurs petits jeux, ils font pas mal de petits trucs comme Bah, ça. c'est des gamins. Moi, j'ai retrouvé. Enfin, j'ai ressenti ça. Ils se retrouvent des enfants voilà, qui jouent. En fait, ils font les cons. Bon, il y a forcément un moment, ils se mettent à picoler, à parler de gonzesses, etc. Comme des ados. Et j'ai trouvé que c'était ça qui était très beau. Oui, puis ils se retrouvent en plus à travers des petits objets, il y a le briquet et puis Oui, il y a du porno. Il y a du porno, il y a les photos de leurs compagnes, enfin de leurs meufs de l'époque, parce que effectivement, c'est des jeunes. Et tout ce que des ados pourraient s'échanger, en fait, quand tu te rencontres, quoi. Voilà, tu parles ça tourne autour de ça, du jeu. Et j'ai trouvé que c'était assez malin que tu prends des figures de militaires dans l'endroit le plus dangereux du monde en 2000, à mon avis. Mm. Enfin, c'était. C'est toujours, même encore maintenant, tu te dis il suffit d'une étincelle pour qu'ils se foutent dessus, quoi. Et ces 4 gamins, finalement, ils se retrouvent dans une situation d'un peu de retour en enfance et de jeu. Voilà. Et il y a un truc aussi qu'on n'a pas dit, mais qui est sous-jacent vraiment au récit, c'est que des sous-entendus homosexuels entre eux, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de côté Roméo et Juliette quelque part. Ouais, un petit peu, c'est vrai. Tu Ouais, vois, ouais, ouais. des Montaigu et des Capulet, quoi, de deux clans qui pourront jamais être Ouais. ensemble finalement. Et en plus, il a pris un acteur qu'on appelle le Alain Delon Ah oui. coréen, Ouais. qui est donc Lee Byung-hun, hein, qui est vraiment un acteur aussi qui a fait une carrière après avec d'autres metteurs en scène comme Kim Ji-won dans Bittersweet Life, dans J'ai rencontré le diable, etc. Et il lui a dit, moi ce que je veux surtout, c'est que tu joues un gars ordinaire. Il lui a dit, mais d'habitude on me considère comme le beau gosse, tu vois, du cinéma coréen. Il fait, non, mais en fait, ce que tu disais, en fait, t'es un gamin et vous vivez des trucs de gamin. Non, mais c'est ça qui est bien dans ce film. C'est que. Il n'y a pas de méchant, finalement. Et puis un truc qui est bien aussi, qu'on pourrait pas attendre comme ça de prime abord en imaginant le film et la situation très tendue, etc., c'est qu'il y a beaucoup d'humour aussi. Ah bah oui, oui, oui. Il y a le jeu des crachats, par exemple, il se provoque un peu à travers la ligne justement de Ben démarcation. oui, parce qu'il y a il y a des scènes où ils doivent se retrouver en journée à faire des espèces de trucs hyper protocolaires avec l'un en face de l'autre, chacun son uniforme, etc. Et il y a un moment où il y a une scène où ils se retrouvent l'un en face de l'autre. La nuit, ils font les cons, ils picolent, et là, évidemment, il y a leur hiérarchie qui est là et qui les observe. Et pour se chambrer, ils se crachent dessus comme ça en étant face à face et ils sont morts de rire, quoi. Et ça, c'est encore c'est de l'espièglerie. Voilà, c'est ça qui m'a plu chez ces 4 personnages. C'est que c'est des petits cons un peu. Dans le sens espiègle, à faire chier l'autre, à se chambrer, etc. Et c'est ça qui est beau. Et il y a un truc aussi qui est vraiment différent par rapport au roman, c'est que dans le roman, c'est un enquêteur. C'est un homme, en fait. D'accord, là c'est une femme, ouais. Ouais, donc joué par Lee Young-hae. Je sais pas si je prononce bien son nom encore une fois, et Ouais. désolé si c'est pas le cas. Hein. Mais l'idée qu'il avait, Park Chan-wook, en adaptant le roman, c'est l'idée en fait que les deux Corées sont quand même des pays très patriarcaux, basés sur une certaine forme de virilité, et que de mettre une femme dans un milieu d'hommes dans l'armée provoquerait forcément une tension sexuelle supplémentaire. Oui, et puis c'est en 2000. Hein. Donc on est à l'époque, enfin c'est pas si vieux, mais je pense que la place de la femme dans des milieux virils et virilistes comme ça, elle était encore plus compliquée il y a 25 ans que maintenant. Alors donc toi, tu allais en Corée du Nord, mais Ouais. il explique lui qu'en Corée du Sud, il y a, et c'est aussi le choix d'avoir pris une femme en fait,
c'est qu'apparemment, ils sont assez racistes, les Sud-Coréens, Ouais. et ils ont une aversion assez forte pour les métis. Et justement, dans le film, elle est coréenne et suisse, en fait. Donc, Ouais. ce qui provoque encore un autre niveau Un autre niveau de détestation. Ouais. Voilà. Alors ça, moi, j'ai pas pu en juger puisque déjà, il y a absolument que des Nord-Coréens en Corée du Nord. Et puis nous, enfin, je le savais avant de partir, mais à aucun moment tu peux parler avec une La personne population. normale. Oui, non, on n'avait même pas le droit de se promener, de marcher dans Pyongyang. Donc on était, nous, enfermés. Je dis nous parce que je suis parti avec une amie journaliste. On était enfermés dans l'hôtel, le musée, le car. Voilà, tu vois. Entre nous, on était un groupe de 16 occidentaux avec 3 guides. Parce qu'il fallait bien 3 guides pour surveiller 16 personnes. Tu vois. Et d'ailleurs, c'est marrant parce qu'à un moment, on leur a dit, mais on peut pas aller marcher dans Pyongyang, aller se promener. Puis ils nous ont dit, mais si, bien sûr, il n'y a aucun problème. Venez, on y va. Et en fait, ils nous ont mis dans le bus. Ils nous ont emmenés sur une artère, une 4 voies, une grande avenue très large, etc. Avec les magnifiques immeubles hyper modernes. Puis ils nous dit, bah allez-y, vous pouvez marcher jusque-là, vous revenez. Et donc en fait, c'était une humiliation parce que on a marché 100 mètres jusqu'à un pont qui passait par-dessus pour revenir, quoi. Voilà. Donc il y avait personne, il n'y avait que nous. Donc voilà, c'est ça la vision qu'on a pu avoir de la Corée du Nord est excessivement limitée, mais on le savait avant de partir. Si on revient un petit peu au film, là, cette idée de cheminement et de quadrillage, on va dire, de l'espace, de ce que tu as le droit de faire et de pas faire, c'est justement tout le but du film dans sa mise en scène, en fait, dans sa réalisation. Il y a un jeu extrêmement fort sur la question de la ligne qu'on voit, Ah oui, là, c'est qu'on voit tout le temps, en fait, dans le film. Et puis la ligne, c'est une métaphore, justement, de la transgression, en fait, du bien, du mal, tout à fait, de de toutes la les vérité et du transgressions mensonge. de ces 4 personnes, de ces 4 personnages. Ouais. Oui, c'est le jusqu'où tu es prêt à aller finalement, quoi. Jusqu'où tu es prêt à avancer vers l'autre et tout en fait dans le film. Et c'est vraiment c'est aussi la signature de Park Chan-wook, hein, qui est vraiment un cinéaste très minutieux. Par exemple, le film était extrêmement storyboardé. Il a été fait en studio. Ouais. 95% visiblement de ce qu'il a storyboardé se retrouve dans le film. Donc c'est vraiment un modèle. Il Il y a un souci de détail qui est effectivement à l'image des choses toutes simples. Moi, j'ai le souvenir c'est tout bête, mais il y a un des soldats qui se retrouve, il va faire ses besoins la nuit dans le No Man's Land, et sans faire exprès, il appuie sur un câble, il comprend qu'il est en train de déclencher une mine antipersonnelle. Et il y a effectivement, tout un jeu sur on voit la goupille, un gros plan, le fil, la goupille. Et c'est d'ailleurs la rencontre avec les Nord-Coréens qui débarquent par là, qui comprennent eux aussi que l'autre est dans une merde pas possible parce qu'il va péter. Et en fait, ils le sauvent. Et c'est le début du rapprochement. C'est le début du rapprochement. Et il garde la goupille, il lui donne, il en fait un pendentif. Enfin, il y a tout un truc avec cet objet qui, effectivement, tu sens que il y a un soin très particulier à tous les détails. Mais c'est vrai qu'en plus du feu de la bande dessinée, le film est extrêmement graphique. Enfin, il y a la séquence de la défenestration de l'un des survivants, qui est d'un niveau, enfin vraiment. Ah oui, c'est même très d'un réalisme qui fait froid dans le dos. Ouais. Oui, mais en même temps, ouais, c'est à la fois très réaliste, mais en même temps, il y a un côté dans le film qui est assez. En fait, il joue sur pas mal de codes. C'est-à-dire que moi, je trouve qu'il y a un côté western aussi, mine de rien, parce que le western, c'est la question de la frontière, c'est la question de l'affrontement, cette question, effectivement, il y a même une citation d'Impitoyable, parce que j'ai revu Impitoyable de Clint Eastwood il y a pas longtemps, où il y a Song Kang-ho, le sergent nord-coréen, qui dit en gros, la question, c'est pas d'être le plus rapide, la question, c'est de garder son sang-froid, en fait, dans l'affrontement. Et ce qui est tout à fait tellement vrai dans ce type de situation. Ah ouais. Et surtout, là, je pense que tu fais référence à la scène. Ouais. Pas la scène finale, mais un peu le climax du film aux 2/3 ou au 4/5 du film. Et pour lui, c'était très important, justement, cette séquence dans le baraquement, oui, dans le... Ça fait un peu saloon, effectivement, t'as raison, j'y avais pas pensé à la première vision, mais ça fait un peu saloon, duel, on est sur les gros plans, les regards, etc. Quoi. C'est vrai il joue qu'il y a beaucoup aussi sur les entrées dans le champ. Il joue beaucoup avec le cadre, tout ce qui est hors champ aussi, et dans la mise en scène, ce qui est intéressant, justement, c'est que c'est presque un film théorique sur le cinéma, dans la mesure où il cherche en permanence, par la mise en scène, à montrer ce qui peut les relier. Et le film est bourré, du coup, de panoramiques. C'est-à-dire, ça les relie en permanence, là où, justement, la coupe, le cut, là où le montage, en fait, intervient, c'est là où ça les sépare, justement. C'est là où ils sont dans l'affrontement,
dans le face-à-face, Mhm. et le film est extrêmement bien marqué, et cette séquence, effectivement, du massacre, entre guillemets, qui est refait, parce qu'il y a un Ouais. petit côté aussi Rashomon de Kurosawa, c'est-à-dire que on a plusieurs réalités, voilà. Il y a plusieurs récits, et c'est pas forcément la vérité, en fait. Mhm. On le saura à la fin, hein, finalement, ce qui s'est vraiment passé. Mais pour lui, cette séquence était le cœur du film, c'est-à-dire que s'il foirait cette scène, le film était raté pour lui. Bah, je pense qu'il avait raison. Si cette scène est ratée, même limite, tu ne comprends rien à ce qui s'est passé. Parce qu'il y a quand même en plus accessoirement un enjeu de suspense tout au long du film. Hein. On se demande. Parce que en ouverture du film, tu sais qu'il y a eu un drame, il y a eu 2 morts. Et après, tu vois 4 potes, tu te dis putain, mais c'est pas normal, c'est pas possible qu'ils se soient finalement entretués. Mais t'as quand même ça qui. Et c'est ça qui est bien aussi, moi j'aime bien ça, parce que t'as une chape de plomb, le spectateur a une chape de plomb tout le long du film. Ouais, on se rappelle. En Ouais. cherchant, tu dis putain, où est-ce que ça peut déraper? Et tu le vois jamais, parce que justement, ça ne peut pas déraper, enfin sans dévoiler là la chute, mais ça ne peut pas venir d'eux. De toute façon, on lui dit à l'enquêtrice au tout début, de toute façon, on sait qui c'est. Vous avez de toute façon le suspect, hein, c'est lui Oui, qui a on fait veut le savoir coup. comment. Voilà, c'est comment et pourquoi. Ah ouais. Et là, pour le coup, il y a un long flashback qui prend bien un tiers du film. Mhm. On voit effectivement leur relation évoluer. Et ça, justement, ça fonctionne parfaitement dans la mesure où les acteurs sont au niveau, quoi. C'est-à-dire que Bah oui. ils apportent une humanité qui est vraiment palpable. Bah, c'est d'ailleurs cette humanité qui est le grand crime Oui. qu'ils ont commis. Oui, c'est ça. C'est une fraternité plutôt. Oui, parce que Leur si crime, c'est la fraternité. Je Des pourrais deux pas- côtés de la frontière. on va pas le dévoiler, mais le dernier plan en fait du film dit le regret en fait que s'ils se seraient jamais rencontrés finalement, s'ils seraient restés dans le cadre vraiment le vrai cadre quoi, au sens cinématographique Il n'y et a politique, aucun problème. il y aurait aucun problème en fait. Oui, et leur vrai crime, et c'est pour ça qu'ils mentent les 4, chacun de leur côté, c'est de fraterniser avec l'ennemi. Et encore une fois, que ce soit, c'est pas plus cool du côté sud-coréen. Quoi, t'as fait une teuf avec cela? Non mais attends. Mais il paraît qu'en plus, il l'évoque aussi en interview, Park Chan-wook. Enfin, déjà, c'était quand même aussi un régime politique dans sa jeunesse, dans son adolescence, extrêmement dur. Il y a eu des répressions, il y a eu des manifestations étudiantes auxquelles il n'a pas participé. Il le dit, il s'en veut vraiment, et que toute son œuvre, finalement, a été construite sur ça, pour rattraper une faute qu'il aurait commise à la base, quoi. Et finalement, c'est ça, en fait, le cinéma de Park Chan-wook, c'est-à-dire montrer par l'image qu'est-ce qui peut nous opposer. Là, pour le coup, c'est vraiment le système, on va dire, de manière globale, contre des individualités, quoi. Ah bah, complètement. Et le double système. Double système, oui. Ah ouais, des deux côtés. Et effectivement, en Corée du Sud, il y a eu des répressions très très dures, des tortures, etc., où il ne fallait pas vraiment montrer ces gens-là comme des gens comme eux, humains. Ah avec, bah oui, puis après, il y a eu des incidents. Il y a une femme qui s'est fait tuer parce qu'il y avait il y a un grand centre de loisirs. Je sais plus où c'est, parce que moi j'y suis allé il y a 5 ans, sur la côte est de la Corée, avec vraiment un truc genre Pierre et Vacances. Un immense truc avec des bungalows, des super trucs pour des vacanciers où des gens de Corée du Sud pouvaient venir, donc en Corée du Nord. pour essayer de les convertir. Non. Ils avaient le droit de venir en vacances, c'était toléré, je sais plus à quelle époque. Et il y a eu quand même un incident, à un moment, une femme qui avait fait un footing sur la plage et qui est partie du mauvais côté. Bon, alors là, on peut débattre de son niveau, de sa bêtise plutôt, parce que il y a que deux côtés. Le sud et le nord, c'est quand même pas compliqué de. Et elle s'est fait abattre, elle est morte. Ouais, ça c'est alors c'est ce qu'on m'a raconté là-bas. Et je l'ai lu, je sais plus où je l'ai lu, mais effectivement, donc ça rigole pas vraiment, ça rigolait pas quoi. Cette idée permanente dans les deux pays, l'idée en gros de la guerre en fait imminente qui peut arriver, l'idée de qui va finalement commencer le premier, quoi. Et il y a la séquence de la casquette qui est vraiment très très belle, je trouve, dans le film, où il y a une touriste justement, il y a un coup de vent, Oui, mais c'est super ça. et il y a une casquette qui s'envole, et il y a Et là encore, on est sur un duel à la western, oui, en plus, Sergio Leone, machin quoi. Ce qui est intéressant, c'est que on le voit pas forcément dans le cadre, mais il y a un guide, on comprend, américain, quoi, et on sent effectivement que derrière aussi ces deux pays, ces deux systèmes, il y a encore d'autres forces, en l'occurrence les Américains et les Chinois, par exemple, de l'autre, ou la pensée communiste, quoi, qui drive le tout, quoi. Et ça, on ne le voit pas, c'est-à-dire le cœur du film, le cadre du film, c'est vraiment, par l'image, l'humanité, en fait, de... Oui, c'est une humanité qui fait tout le film et qui fait tout le drame de ces 4 personnages.
Et ce qui est intéressant aussi au niveau de la recréation de la Corée du Nord, c'est qu'évidemment, ils n'ont pas pu tourner là-bas. Ils n'ont pas eu les autorisations, ce qui est logique. Ah oui. Et ils ont tout refait, du coup, en Corée du Sud. Et ils ont trouvé une faculté qu'ils ont remodelée pour correspondre, entre guillemets, à l'architecture nord-coréenne. Et il y a tellement ce sentiment, en fait, prégnant de peur permanente qu'il y a des habitants locaux qui ont pris peur, qui ont appelé l'armée sud-coréenne. Ah et ouais, apparemment... ils ont cru que c'était. Ouais. Ouais. Que c'était vraiment en fait Ils reviennent. ouais c'est ça, Ouais. une invasion nord-coréenne quoi. Et il y a même apparemment des parachutistes qui ont débarqué en fait sur le toit de la faculté. Enfin c'était assez chaud quoi. D'accord, ok. C'est une anecdote un peu rigolote, mais ça montre un petit peu quand même le niveau de tension palpable qu'il pouvait avoir à l'époque, alors que c'était plus ou moins calme quoi. Ouais, mais après quand t'es sud-coréen et que tu sais ce qui se passe en Corée du Nord, t'as pas du tout envie d'être attrapé, d'être réunifié. Hein. Et ce qui est intéressant, c'est que Park Chan-wook, en fait, avec ce film, travaille vraiment presque en famille, c'est-à-dire qu'on a son équipe d'habitués, il y a son compositeur attitré, donc Jo Yeong-wook, et à la photo, par contre, ce qui est intéressant, c'est que c'est pas son chef-op attitré comme d'habitude, c'est après, c'est dès All Boy qu'il intervient, donc c'est Chung Chung-hoon, qui a vraiment fait des films après occidentaux, c'est-à-dire il a travaillé sur ça, l'adaptation de Stephen King, ouais. Dernièrement là, de Andrés Muschietti, il a fait Last Night in Soho de Edgar Wright, mais là sur ce film c'est Kim Sung-bok, donc c'est une photographie qui est très très froide aussi, et je trouve que le film retranscrit dans sa mise en scène un certain mysticisme, et tous ces plans de nuit, les éléments naturels, donc on voit la lune, on voit la chouette. C'est vrai que ça se passe essentiellement la nuit. Je pense que c'est forcé par la narration, par l'histoire. Mais pas uniquement. Effectivement, je pense que tu as raison, c'est un choix. Il y a un point de vue presque... il joue beaucoup sur cette question géométrique, du quadrillage, par les surcadrages, par exemple, via les baraquements, qui les séparent encore plus dans l'image. Mais c'est vrai qu'il joue énormément de points de vue zénithaux, omniscients, comme si Dieu, en fait, les observait ou le monde, quoi. Enfin, un peu comme des fourmis, quoi. Oui, ça c'est vrai. C'est vrai, enfin, il y a pas mal de plans comme ça, et il y a tout ce rapport, effectivement. On voit une fourmi à un moment donné, justement. On voit un petit chien, qui est très important dans la narration aussi, ce petit chien. Oui, c'est vrai que c'est un petit chien nord-coréen. Ouais, un petit chien nord-coréen, qui va le bouffer, d'ailleurs. Son chef l'engueule, il dit prépare-le à la cantine. Ouais, c'est horrible, parce que son chef découvre qu'ils ont un... Bah pareil, en fait, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est des gars, que ce soit nord ou sud, qui sont pleins d'humanité, pleins de fraîcheur, et qui ont un côté un peu enfantin. Être attaché à ce point à un petit chiot quand t'es soldat nord-coréen, c'est contre-intuitif. Oui, puis il y a un côté aussi, ce côté animaliste, bestial, quoi. C'est-à-dire, c'est nos pulsions, de toute façon, on peut pas les réprimer. Ah ben là, oui. Et d'ailleurs, ce petit chat, j'ai vu le film, du coup, pour préparer l'émission, et je me demande, parce que le film joue énormément donc, sur les flashbacks. Il y a un truc que j'ai pas compris avec le chiot. Il y a un animal qui est mort, en fait, qui tient dans la neige. Ouais, tu sais pas si c'est celui-là ou un autre. Mais c'est vrai qu'il y a un moment de ce film où je me suis dit, tiens, il y a un truc de flashback que j'ai pas saisi. Mais bon, c'est un détail. Hein. Par rapport à la compréhension du film. Bon. Mais c'est vrai que j'ai ressenti comme toi un truc. Mais c'est vrai que dans le montage, dans le cut, qui est un truc assez bizarre, on comprend pas trop ce qu'il tient dans la main. Donc en plus, c'est vraiment. C'est un chien, il tient le chien mort. C'est un chien, ouais. Mais tu dis. On le voit pas mourir. Ouais, on le voit pas. Bon. Et d'autant que la scène où il y a son chef qui lui dit bah tiens, super, t'as un chien, on va le bouffer, emmène-le au chef. Je crois qu'elle est après. Enfin, du coup, bref, oui, il y a un truc un peu qui est pas clair. Après, c'est vrai que ça anticipe clairement la tragédie, l'incident. Ah ben c'est un peu un petit avant-goût de ce qui va se passer, ouais. Autre tradition non bien connue des services de police, pour classer définitivement l'affaire, on traque les complices dans le même genre, une recommandation très rapide d'un film dans le même giron. Jackie, tu nous conseilles quoi, toi, un petit peu dans la même veine que JSA ? Bah écoute, j'ai réfléchi à plusieurs films, plusieurs idées comme ça qui me sont venues, mais le plus proche, étonnamment, c'est Joyeux Noël, qui est un film de 2005, où tu as une même histoire de fraternisation entre des soldats anglais et allemands, je crois. Je sais pas s'il y a des Français, en 14-18, en 14 plutôt, au niveau des tranchées, quoi. Et là, en revanche, c'est certain que c'est tiré de faits réels. Il y a vraiment eu des scènes de réveillon de Noël en commun, en fait. Des Anglais, des Allemands, donc peut-être des Français, je ne sais plus dans le film, parce que je l'ai vu il y a longtemps.
et qui posait exactement les mêmes problèmes que dans le film, dans ce film-là. C'est-à-dire que des deux côtés, ça ne passe pas au niveau de la hiérarchie. Et d'ailleurs, je crois qu'à l'époque, en 14, les soldats qui ont relaté ce réveillon un peu magique à leur famille dans leur courrier, les courriers ont été censurés. Et je crois que les familles n'ont jamais reçu ces lettres, hein. Voilà, c'est vraiment alors, c'est pas du tout le même. Comment dire, c'est pas du tout le même genre, c'est pas un polar, il n'y a pas cette histoire d'enquête, de drame qui s'est joué au milieu de la nuit, mais c'est la même, et ce qui est d'autant plus touchant, c'est que c'est à 100 ans d'écart, enfin 75 ans. Et tu te dis, mais les mêmes choses se répètent, et à partir du moment où tu as des peuples en guerre, à partir du moment où les gens se côtoient, même si c'est dans le cadre d'une frontière, d'une DMZ ou de tranchée, tu te côtoies quand même. Et ben, puis quand tu te côtoies, c'est marrant, on finit par se parler. Et puis par ouvrir une bonne bouteille, en fait. C'est un peu ça, finalement. C'est la bonne nouvelle de ces deux films, c'est qu'à la fin, on discute. De mon côté, pour le côté justement polar militaire, je vous recommande chaudement Rebel Ridge, le dernier film de Jérémy Saunier, sorti il y a quelques mois déjà sur Netflix. Ça démarre un peu comme un Rambo-like, avant de bifurquer très vite sur un côté Walter Hill, un côté Robert Aldrich, pour un côté justement encore une fois très western moderne, très plaisant à voir, avec une tension sourde et qui va crescendo. Et à ce titre, par exemple, on peut très bien imaginer Charles Bronson ou bien Ernest Borgnine dans les rôles principaux, si le film se serait fait à une autre époque. Et avant que le film aille dans une autre direction complètement inattendue, plus justement vers un polar à la Ciné Lumet, qui fonctionne justement sur l'idée de prendre un tout petit événement et d'ouvrir le champ des possibles, comme un entonnoir inversé, quoi, et qui s'attaque de front à un système entier de corruption policière. Et donc le charisme des acteurs joue à fond. Aaron Pierre, voilà, il s'impose vraiment en quelques secondes à l'image. Il y a Don Johnson qui est extrêmement convaincant dans la peau du shérif Ripou face à lui. Comme il l'était un peu d'ailleurs dernièrement chez Esrek Zeller, dont le cousinage est assez évident dans le style comme ça, très brut, on va dire, très, très sec. Et la mise en scène est d'une redoutable efficacité. C'est une force tranquille comme ça, au classicisme affiché qui aurait peut-être gagné comme ça à être plus condensé pour vraiment avoir une pure série B à l'ancienne d'1 heure et demie. Mais même en l'état, c'est vraiment formidable, même si c'est un peu en dessous par exemple de l'énergie, de la rage, de la folie de l'un de ses films précédents qui était Green Room, qui était vraiment formidable, mais même comme ça reste vraiment hautement recommandable. L'enquête est close, on referme le dossier et on vous conseille de placer de toute urgence Joint Security AERA de Park Chan-wook en garde à vue. Une fois de plus, un immense merci à toi, Jackie, d'avoir aussi bien joué le jeu. Ce fut un vrai régal pour moi. Et je rappelle donc qu'on trouve toutes tes œuvres, donc tes romans, tes bandes dessinées dans les meilleures librairies, et notamment Bastion, qui vient juste de sortir. Tout à fait. Aux éditions du Seuil. Aux éditions du Seuil, tout à fait, qui est mon éditeur historique là depuis 4 ou 5 romans. Et qui gravite donc du coup autour de retraités, de la campagne 2027 présidentielle et de Eric Zemmour. C'est un retraité qui s'emmerde et qui pour aider un pote, vraiment un ami d'enfance, hein, il est lié à lui, à la vie, à la mort. Ce pote se lance dans le militantisme et dans la campagne, dans l'équipe de campagne d'Éric Zemmour, mais en Rhône-Alpes. Et c'est une petite main, il va chercher des parrainages. Et il demande à son pote de l'aider. Et son pote le fait vraiment par amitié et surtout pour s'assurer que Bernard, donc le pote, ne fasse pas trop de conneries et ne se retrouve pas avec n'importe qui parce qu'il l'a toujours habitué à faire des conneries toute sa vie. Et c'est effectivement ce qui se passe. Et donc, Jean-Marc est un anti-héros puisqu'il est en retraité et il est socialiste. Voilà, c'est le dernier au monde. Et il se lance dans une guerre contre la mouvance ultra-droite de la région lyonnaise, mais ça part à Paris après. Et justement, tes écrits, on les retrouve bientôt au cinéma ? Alors, mon dernier roman Shit est en cours d'adaptation. Je suis en train d'écrire le scénario. J'avais Casso qui était en projet. Là, c'est moins bien parti. Et un roman précédent qui s'appelait Demain c'est loin. Pareil, le projet traîne un peu, mais c'est très très compliqué, les adaptations cinéma. Mais là, Shit, franchement, c'est plutôt très bien parti. Je pense que... En tant que scénariste, du coup ? Alors là, je suis scénariste, j'écris avec la réalisatrice. Et donc c'est une adaptation du roman, mais assez fidèle là. Vraiment, il n'y a pas de
Bon, on a changé 2-3 choses parce que la réalisatrice étant la nouvelle patronne, c'est elle Bien sûr. qui dicte un peu sa volonté et moi je la suis vraiment de bonne grâce, quoi. Merci encore et un très grand merci donc au Quai du Polar de nous accueillir et de faire aussi bien la part belle et depuis des années quand même à ce genre qu'on aime tant et qui nous a très bien accueillis ici à l'Hôtel de Ville de Lyon pour cet entretien, pour cette entrevue. Quant à nous, on se donne rendez-vous très vite pour évoquer un autre polar au cinéma. N'hésitez pas à vous abonner sur nos réseaux sociaux, sur la chaîne YouTube de l'émission et surtout à la partager si cela vous a plu et à nous mettre le maximum d'étoiles sur les applications de podcast. Merci encore et à très vite dans Bien connu des services de police.